Je voudrais juste, et en essayant d'être le plus rapide possible, mettre en perspective alors je reprends les termes qui sont ceux de ce colloque, rencontres et discussions, c'est-à-dire à la fois la représentation et l'invention de la Méditerranée. C'est pour ça que j'évoque ce regard donc musulman qui est en quelque sorte un regard inversé, puisqu'il s'agit d'une représentation de la Méditerranée vue d'Orient, réalisée de l'Orient. On peut évoquer, pour mettre en place le cadre, deux aspects, c'est-à-dire donc la naissance et la mise en place d'une géographie. Je laisse de côté évidemment les autres représentations juridiques et celles des chroniques, etc., pour me concentrer sur la géographie et simplement pour mettre en perspective donc le regard des musulmans sur la Méditerranée. Alors je le ferai en partant d'un cadre qui est celui politique, c'est-à-dire que pour aller dans le même sens que ce qui vient d'être dit, il n'y a pas de représentation d'une mer au sens où nous l'entendons en général. Il y a la représentation d'un espace, et c'est un espace politique, califal, et par conséquent un espace qu'on pourrait représenter comme impérial pour la compréhension en quelque sorte. Alors, la naissance de la cartographie est liée à une tradition qui est celle de Ptolémée, mais cette géographie, la plus ancienne qui nous est disponible, est née, a été configurée et réalisée à Bagdad. C'est avec les Abbassides, à partir du IXe siècle, et plutôt à partir de la deuxième moitié du IXe siècle, que les lettrés au service du califat abbasside travaillent sur la représentation à la fois d'un islam universel et à la fois de l'universalisme califal. Ces représentations des cartes, je n'insiste pas, cette carte se comprend à partir de deux sources, celle de la tradition ptolémienne et celle d'une tradition perse que l'on connaît encore mal, mais qui par exemple figure ici avec ces cercles concentriques. Sinon, toute la tradition de la description géographique est empruntée ou liée à Ptolémée. Alors, s'agit-il d'une invention? Eh bien, la réponse a été donnée par Didier Marcotte tout à l'heure. Pas véritablement, puisque finalement, on retrouve ici un cadre qui est celui à la fois de l'océan Indien et celui de la Méditerranée. Le centre qui nous intéresse, c'est évidemment celui de cet isthme qui sépare les deux ensembles en haut, puisque la représentation des cartes arabes se fait le sud vers le haut, si je puis dire, et le nord vers le bas. Nous avons donc en regard l'océan Indien et la Méditerranée avec la représentation du Nil qui permet de la reconnaître. Le trajet, en quelque sorte, intellectuel si l'on veut, est celui qui va de l'océan Indien vers la Méditerranée. Pour faire court, toutes les relations à la Méditerranée que l'on trouve comme un espace maritime dans les sources abbassides sont empruntées à l'océan Indien. Les premières relations, les premières descriptions de la mer dans ce contexte de Bagdad concernent l'océan Indien et on retrouve les mêmes caractères qui sont repris, ou plutôt les mêmes cadres qui sont repris pour la Méditerranée. Cela est le fruit d'une volonté d'opposer ces deux mers, d'opposer la mer des Arabes, celle qui désigne donc l'océan Indien, et plutôt évidemment la partie qui entoure l'Arabie, et la mer des Romains, et qui est donc la mer
que l'on a traduite comme la mer inconnue et qui est un quiproquo, c'est la mer qu'il faut conquérir, la mer de guerre face à l'opposé de l'océan des marchands, Sinbad, etc. Je n'insiste pas. Il y a donc là une position, si l'on peut dire idéologique, dès le départ, qui nous donne le cadre d'une Méditerranée qui est... alors, en revanche, là, c'est une erreur de Pirène, mais on peut le comprendre, qui en a fait justement, comme la mer de guerre, la mer qui détruit. Or, si l'on prend le point de vue musulman, ce n'est pas du tout cela. La représentation de la Méditerranée, c'est d'abord la représentation d'une mer du calife. La représentation ici se fait dans un cadre qui est celui abbasside, qui fortifie les côtes. On a quelques textes de ce très, très rares, mais qui permettent de voir que dans les chroniques, eh bien, ce qui importe, c'est de montrer le calife en calife de guerre, si je puis reprendre cette expression, un historien moderniste bien connu, et en train de conquérir ou de tenter de conquérir cet espace, et c'est à ce titre donc que la mer est conçue comme un espace. En revanche, cet ensemble donc, qui va aboutir à une description des défenses côtières, des ribats, etc., et d'autres éléments que l'on retrouve dans les textes, ne prend pas en compte, alors, comme on le disait tout à l'heure, l'espace maritime est très clairement dans les textes, dans les chroniques arabes, à la fois la mer et la côte. Toujours en fonction d'un caractère stratégique, on ne défend une côte que si l'on possède une flotte de façon efficace. C'est en tout cas ce que les sources arabes nous donnent. À partir de là, il y a une évolution de la représentation de la Méditerranée. Alors, juste ici, pour reprendre une carte donc, du XIIe siècle, la plus célèbre, bien sûr, celle d'Al-Idrissi, on remarque à la fois l'emprunt donc, à l'Orient et à Bagdad, à la géographie de Bagdad, de la représentation de l'Œcumène, et en même temps les progrès de cette cartographie, je n'ai pas le temps évidemment d'en parler ici, ça n'est pas le lieu, où l'on reconnaît parfaitement les contours de la Méditerranée, les isthmes, etc. Et par conséquent, cette géographie née à Bagdad court tout le long du Moyen-Âge, en tout cas pour ce qui concerne la cartographie. En revanche, les représentations et les descriptions de la Méditerranée sont beaucoup plus précises et ces représentations deviennent chez certains géographes, ou du moins intègrent chez certains géographes, une véritable représentation, cette fois-ci, de l'espace maritime. Alors, le tournant de la cartographie, on la trouve avec l'affirmation des deux califats occidentaux, le califat omeyyade et le califat fatimide. Ici, on a une représentation donc, du livre des curiosités qui est à Oxford et où on a la représentation de la Méditerranée comme un espace central qui représente le cœur du califat fatimide, ou du moins l'un des pôles du califat fatimide. Les cercles que vous voyez représentent l'ensemble des îles qui sont soit conquises, soit à conquérir, et tout autour, on retrouve le nom des ports, 110 ports qui sont mentionnés. Alors ils oublient les ports andalous, puisque le grand ennemi c'est le calife omeyyade, donc on nommait la plupart des ports, mais sinon, en revanche, étant en bon terme avec les Byzantins, eh bien, à ce moment-là, c'est un Égyptien, probablement de Tinis, qui a réalisé cette carte,
eh bien, à partir de ce moment-là, on nomme les ports, en particulier Antalya. Donc il y a là, si vous voulez, une représentation d'un espace méditerranéen à partir du moment où les deux califats concurrents considèrent la Méditerranée non plus comme un espace frontière, qui était ce que les Abbassides voulaient représenter, mais comme un espace conquis et dominé, même s'il ne l'était pas. Et par conséquent, on rentre ici dans un autre, alors toujours dans un cadre politique, mais dans une autre conception de cet espace méditerranéen qui a toujours attiré, bien sûr, l'attention des géographes musulmans au service donc de leur maître. Il y a d'autre part, et je dirais en revanche, dans les textes, les mêmes éléments que l'on retrouve, que ce soit dans les descriptions du IXe siècle ou dans les descriptions du Xe siècle de la mer. Il y a donc, je prends ici l'exemple abbasside, la représentation donc des défenses côtières, avec la mention d'un port qui peut abriter plus de 1000 navires, c'est évidemment un ordre d'idées. La représentation, au contraire de ce que l'on croit, même si bien sûr pour la Méditerranée, ces descriptions sont beaucoup moins fréquentes, mais elles existent dans toutes les descriptions géographiques du IXe et du Xe siècle, c'est-à-dire, alors ça, celle d'Ibn Khouradazbi, qui était l'administrateur de l'Empire, hormis le centre, c'est-à-dire l'Irak et l'Iran, eh bien, à partir d'archives, puisqu'il n'a pas bougé de l'Irak, rassembler des informations sur la mer occidentale, et cela deviendra le modèle. Donc on voit ici la description d'un commerce qu'on retrouve chez un autre administrateur qui, lui, a voyagé sur la côte quand il a été conduit à inspecter probablement donc justement ces régions, où on voit apparaître les lieux communs de la géographie dont il était question tout à l'heure, c'est-à-dire des descriptions de villes, mais vous constatez ici qu'il y a, alors pour la partie Ifriqiya, Afrique romaine ou Tunisie, comme vous voulez, Yarkoubi évoque les défenses de la côte, mais ici, pour les ports du delta égyptien, probablement parce qu'il est allé chercher un autre dossier, eh bien, il décrit les villes, ici Tidnis, les villes du delta, les ports du delta égyptien, en plein IXe siècle, donc avec l'idée de, j'allais dire, permanente d'un rapport toujours présenté ainsi entre le commerce et la guerre sur mer. Les deux éléments sont toujours associés dans les sources musulmanes. Il n'y a jamais l'un ou l'autre, il y a toujours les deux parce qu'ils représentent justement le gouvernement du califat. Itinéraire, je ne reviens pas là-dessus. Et enfin, un changement, je dis enfin pour terminer, un changement au Xe siècle avec le texte donc ici qui émane du chroniqueur de Abdelrahman III et dont un des passages, mais il y en a de très nombreux, affirme cette fois-ci la mainmise, la volonté de gouverner et de se montrer comme le souverain de la mer. Donc c'est lorsqu'il se rend à Algésiras, il n'est pas encore calife à ce moment-là, et avec l'expression « depuis ce temps il gouverna la mer », il y a là évidemment toute une image qui apparaît et qui va être reprise par les Fatimides et qui finalement comprend ou fait comprendre ce type de document.